Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, Rached Ghannouchi de plus en plus isolé. Plusieurs partis politiques lui reprochent d'avoir dépassé ses prérogatives en tant que président du Parlement tunisien, notamment en ayant félicité le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj après une récente victoire militaire. Nouvel espoir d'un accord pour le projet du barrage de la Renaissance. L'Égypte a accepté de reprendre les négociations avec le Soudan et l'Éthiopie, des pourparlers qui étaient suspendus depuis février dernier. Et décès du chanteur et musicien guinéen Mori Kanté. Le griot électrique s'est éteint ce vendredi à l'âge de 70 ans. Icône de la musique africaine, il s'était fait connaître à l'international avec son tube planétaire Yéké Yéké. Des déclarations en contradiction avec la position officielle tunisienne. Rached Ghannouchi, le président du Parlement, est accusé par plusieurs partis politiques d'avoir dépassé ses prérogatives. Le président de l'Assemblée des représentants du peuple a en effet pris l'initiative d'appeler le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj pour le féliciter après la reprise d'une base stratégique, et ce alors que la Tunisie a toujours prôné la neutralité dans le conflit libyen. Kamesh Katapoulé et Aïssatou Bari. Les contestations fusent contre Rached Ghannouchi. Le président de l'Assemblée des représentants du peuple suscite de nouveau la colère de certains partis politiques. Jeudi 21 mai, 7 d'entre eux, dont le Parti des travailleurs et le Parti socialiste, ont dénoncé son attitude, estimant qu'elle était inadéquate avec sa fonction. Il est accusé d'outrepasser les institutions de l'État et de privilégier les intérêts des frères musulmans à ceux de la Tunisie. Le problème, c'est d'impliquer le Parlement dans des positions politiques dont certaines ne s'accorderaient pas avec la diplomatie tunisienne. Le point de départ de ces nouvelles contestations, sa prise de position sur le conflit libyen. Rached Ghannouchi a en effet adressé ses félicitations au Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj après que le gouvernement d'union nationale ait repris le contrôle de la base aérienne d'Al-Watia. Des déclarations considérées comme inappropriées selon certains partis politiques qui rappellent que la Tunisie doit rester neutre au sujet de la crise libyenne. Les critiques aujourd'hui à son égard, ça traduit tous les soupçons à son égard d'être non seulement des islamistes tunisiens, mais aussi des frères musulmans. Et on voit aujourd'hui cet axe dessiné d'islamistes, fréristes, la Turquie, la Tunisie et la Libye. Les positions de Ghannouchi qui aliènent d'une certaine façon la politique étrangère de la Tunisie, avec en fait des engagements, des messages qui véritablement brouillent la politique tunisienne, l'assujettit à un alignement qui est déplorable pour le pays et dommageable. Rached Ghannouchi est également menacé dans son propre parti. Au cours des derniers mois, plusieurs hauts représentants du parti ont présenté leur démission, dont le numéro 2 du mouvement, Abdelhamid Djelassi. Des démissions successives en signe de protestation contre sa gestion du parti. Au Mali, libération du militant anti-corruption Clément Dembélé après 13 jours de détention. Il avait été arrêté le 9 mai dernier pour incitation de militaires à la désobéissance et à la violence suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Désormais libre, il a toutefois été inculpé et devra comparaître le 1er juillet prochain devant la justice. Ses partisans estiment, eux, qu'il paie ses activités de lutte contre la corruption. C'est le projet de la discorde entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Le barrage de la Renaissance sur le Nil est source de tensions entre les trois pays depuis 2011. Le Soudan et l'Égypte craignent de voir leur accès à l'eau restreint. En face, l'Éthiopie a déjà annoncé une date pour le remplissage du réservoir. Les autorités égyptiennes se sont dit prêtes à reprendre les négociations pour parvenir à un accord équilibré. Kamesh Katapoulé et Marcel Fabama. Les négociations vont pouvoir reprendre au sujet du grand barrage de la Renaissance. L'Égypte a accepté ce jeudi 21 mai de faire à nouveau partie des pourparlers. Une décision qui intervient après un entretien entre le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et son homologue éthiopien Abiy Ahmed. Les négociations avaient été suspendues depuis février 2020, alimentant à nouveau la discorde entre les trois pays.
L'Égypte est toujours prête à entrer dans des négociations et à participer aux prochaines réunions pour parvenir à un accord juste, équilibré et global qui prenne en compte les intérêts de l'Égypte en matière d'eau ainsi que de l'Éthiopie et du Soudan. Évalué à 4 milliards de dollars, le barrage de la Renaissance est en construction sur le Nil bleu en Éthiopie depuis 2011. Un projet qui, depuis cette date, suscite de vives tensions dans la région, notamment au sujet du remplissage du réservoir. Capitale pour le développement économique de l'Éthiopie, le barrage de la Renaissance inquiète particulièrement l'Égypte et le Soudan, qui craignent que l'infrastructure limite leur approvisionnement en eau potable et en électricité. Nous voulons espérer qu'il y ait une volonté derrière ce nouvel accord, cette nouvelle dynamique, et pour le plus grand bonheur de cette partie du continent. Mais il faut se le dire que c'est un énième accord. Donc, en tant qu'observateur, je serai tout à fait réservé en attendant de voir l'aboutissement. Avec une production de 6000 MW, le barrage de la Renaissance doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Long d'1,8 km, il est censé être opérationnel d'ici 2022. Dans l'actualité également, la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Dans la riposte face à la pandémie, l'armée notamment occupe un rôle important. Depuis la détection du premier cas de Covid-19 au mois de mars, plusieurs installations de l'armée sur le territoire national servent de centre de prise en charge pour les personnes contaminées par le virus. Reportage de notre correspondant Thierry Dassa. Cette année 2020, l'armée camerounaise n'a pas offert aux populations la traditionnelle parade militaire marquant la célébration de la fête de l'unité. Frappé par la pandémie du coronavirus, l'État du Cameroun a en effet décidé d'annuler les manifestations festives que connaît le pays tous les 20 mai depuis 1972. Dans ce contexte de crise sanitaire, c'est auprès de la nation que l'armée entend prêter main forte. L'armée camerounaise, c'est une armée bâtie sur les fondements du lien armée-nation. Le peuple fonctionne en symbiose avec son armée. Et donc c'est une armée qui vit avec le peuple tous les jours. C'est une armée qui célèbre ses victoires avec le peuple tous les jours. C'est une armée qui mène ses batailles avec le peuple tous les jours et qui les célèbre. Et donc le boulevard du 20 mai n'est que l'apothéose de cette communion-là entre l'armée et la nation. Engagé sur plusieurs fronts dans le pays, notamment dans le nord avec la secte Boko Haram et dans la partie anglophone du Cameroun, c'est un ennemi d'un autre genre que les soldats camerounais affrontent avec détermination. Cependant, l'armée ne perd pas de vue une mission essentielle qui lui est chère. C'est la bataille du développement. C'est la bataille de l'émergence à l'horizon 2035. C'est une bataille très chère au chef de l'État. Et dans cette bataille du développement, les forces de défense ont leur partition à jouer. C'est donc une armée résolue à accompagner les institutions de la République pour l'émergence en 2035. Selon le ministère camerounais de la Défense, les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest connaissent une certaine accalmie avec quelques poches de résistance des mouvements séparatistes. Et l'Afrique du Sud a franchi ce vendredi la barre des 20 000 cas de contamination au Covid-19 avec 988 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. 28 nouveaux décès ont également été enregistrés, portant le nombre total de décès à 397. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie de coronavirus. Les mesures de confinement sont en vigueur depuis le 27 mars dernier, même si elles ont été allégées une première fois le 1er mai. Et qui dit confinement dit école fermée. Au Rwanda, l'année académique a été annulée et la rentrée fixée en septembre prochain. En attendant, pour tenter de limiter la perte des connaissances, ce sont les parents qui occupent le rôle de professeur, un rôle pas toujours facile, surtout que la maison est surtout un lieu de distraction. Reportage de notre correspondant Fratendake Senga. Il est 10h tapante à Kigali et c'est déjà l'heure des cours pour Joshua et sa grande sœur Angela. Normalement, Angela est en 2e maternelle et Joshua en crèche. Cela fait des mois qu'ils doivent partager le même espace qui leur sert de salle de classe au salon et c'est désormais maman qui doit jouer le rôle de maîtresse. Alors, on essaye de tracer une ligne. Donc, nous avons commencé avec des points, avec des griffonnages.
Maintenant, nous arrivons au point de faire une petite ligne. Et je vois que ça va, même si c'est une ligne, je ne dirais pas verticale, mais à son âge, je dirais que ça va. Ah, comme tu l'as vu, c'est un peu difficile. On doit faire la gymnastique avec lui. Mais quand même, il peut se concentrer, ne fût-ce que 10 minutes seulement. Et après 10 minutes, il a envie de jouer, on joue, on saute et on revient. C'est ça. C'est l'ambiance de la maison. Donc, c'est l'école à la maison, c'est pas comme à l'école. Si Monique semble bien s'y prendre, c'est qu'elle est éducatrice de profession. Pour plusieurs parents qui doivent aller travailler chaque jour, par exemple, ce ne sera pas une tâche facile de garder ses enfants occupés pendant les 4 prochains mois. C'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Pour moi, j'ai eu la chance puisque je suis éducatrice, mais pour les autres parents qui n'ont pas de notion de l'enseignement, de l'éducation, c'est un peu difficile. Il faut seulement qu'ils se renseignent. Parfois, je trouve des voisins qui viennent me demander que faire, comment est-ce que je dois aider mes enfants. Alors, c'est difficile, mais voilà, on doit s'adapter. Les écoles ont été fermées depuis le 14 mars, date à laquelle le Rwanda a enregistré son premier cas de coronavirus. En conséquence, selon le ministère de l'Éducation, outre l'exploration des services d'apprentissage en ligne, les examens nationaux ont été annulés ainsi que l'année scolaire des écoles primaires et secondaires. Et le continent perd de nouveau une de ses légendes. L'artiste guinéen Mori Kanté est décédé ce vendredi à l'âge de 70 ans. Celui qui était surnommé le griot électrique a été un pionnier de la musique mandingue, virtuose de la kora. Il était passé à la célébrité internationale dans les années 80 avec son tube planétaire Yeke Yeke Amanadi. Griot électrique, c'est ainsi qu'on le surnommait. Connu pour son mélange d'instruments traditionnels et rythmes synthétiques, le chanteur et musicien guinéen Mori Kanté a rendu l'âme vendredi 22 mai 2020. Un décès survenu à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry des suites d'une longue maladie. La culture africaine est en deuil, le monde a perdu une icône. Il donne de la valeur à cette expression qui dit qu'on ne force pas quelqu'un à aimer ce que vous faites, mais vous pouvez partager ce que vous faites avec lui en prenant un peu de ce qu'il a et ajouter à ce que vous avez. Il avait réussi à partager sa culture aux autres, la culture de la kora, la connaissance de cet instrument sur le plan international et tout. Donc c'est ce combat qu'il a réussi à mener. Nous qui sommes des jeunes animateurs culturels et tout, on est fiers de savoir qu'en Chine, au Japon, en Inde, partout dans le monde, quelqu'un a eu à danser, chanter, à reprendre des titres de Mori Kanté. Auteur du titre planétaire Yeke Yeke dans les années 80, vendu à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde, Mori Kanté reste un dépositaire de l'épopée mandingue qui a vu célébrer les grands noms de Soundiata Keïta à Samori Touré à travers un répertoire musical ayant contribué à la popularisation de la musique guinéenne et africaine. Il a continué cela jusqu'au dernier souffle. Donc on retient de lui plus celui qui a donné de la valeur à l'Afrique à travers le monde, celui qui a voulu que la musique africaine reste universelle. On retient de lui celui qui s'est dit « et oui, c'est possible ». Et on espère que la nouvelle génération comprendra ce message. Mori Kanté, ses 12 projets musicaux à travers le monde depuis le début des années 80. Il a débuté sa carrière dans les années 70 à Bamako au Mali, dans plusieurs orchestres avant d'intégrer le Rail Band dont le chanteur était alors Salif Keïta. Aquaba Beach demeure l'album révélateur de Mori Kanté en 87 où il décidait de s'installer en France. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.